Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue pour cette nouvelle leçon vidéo. Donc, la dernière fois, nous avions travaillé sur les grandes découvertes avec la perception d'un monde nouvellement élargi, d'un nouveau monde élargi. Voyons désormais comment évolue un espace que nous connaissons bien, puisque nous l'avons travaillé en début d'année, l'espace méditerranéen. Donc, comment la Méditerranée se transforme, évolue, quels sont les changements de l'espace méditerranéen au temps des grandes découvertes, c'est-à-dire au XVIe siècle. C'est l'objet de la leçon 2 avec son titre et sa question. Alors commençons par une carte pour expliquer différents points et différents éléments. Donc depuis la prise de Constantinople en 1453 par les Turcs ottomans, ici, les musulmans n'ont cessé d'affirmer leur domination en Méditerranée orientale. On voit cette expansion du monde musulman tout autour de l'actuelle Turquie, une partie ici des côtes grecques autour de la mer Noire. Et on va voir que cette expansion se poursuit au début du XVIe siècle et elle va au-delà, vous voyez ici, c'est ce qui est en vert clair ici, et tout le nord aussi de l'Afrique, toute l'Afrique du Nord. Donc en plusieurs étapes, cette expansion des Ottomans, des Turcs ottomans, des musulmans. Au départ, la Turquie, puis une partie des côtes de la mer Noire et la Grèce, l'ancien empire byzantin. Puis, début du XVIe siècle, ça s'étale tout le long de la mer Méditerranée et de l'Afrique du Nord et jusqu'aux portes de l'Europe, à Vienne en 1529, où les musulmans sont stoppés après un siège très important, un terrible siège de la ville de Vienne, que l'on peut voir ici dans cette miniature du XVIe siècle. Le siège de Vienne est un assaut qui a été lancé par les Ottomans en Europe. Vienne est une grande capitale du XVIe siècle. Quand les musulmans et les Ottomans arrivent à Vienne, une panique, une peur s'empare de l'Europe. Les musulmans sont aux portes de l'Europe. Et c'est aussi Vienne le lieu où réside celui dont on va parler tout à l'heure, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire, c'est-à-dire un des États les plus puissants d'Europe. Donc l'Europe tremble face à cet assaut des musulmans. Alors, on remarque sur cette miniature la présence de musulmans. Vous voyez ici des Ottomans avec leurs coiffes, leurs chapeaux et leurs barbes équipés de canons. Ici, c'est l'apparition de l'artillerie avec des armes extrêmement puissantes. Et à l'intérieur, on voit les Viennois, les habitants de Vienne qui défendent bec et ongle leur cité. Après 2 ans et demi, presque 3 ans de siège, eh bien, les musulmans, les Ottomans vont quitter, vont lever le siège de la ville sans pouvoir la dominer, la prendre, après une défense acharnée des Viennois et des Européens, notamment des membres du Saint-Empire, contre cet assaut. Alors, un des leader, celui qui va organiser cette expansion du monde musulman, eh bien c'est celui qu'on appelle Soliman Ier ou alors Soliman le Magnifique. Il est représenté ici dans cette œuvre sur ce tableau en véritable monarque, en véritable chef de guerre. Vous le voyez sur son cheval ici, droit, fier, dominant, un véritable chevalier, comme on dirait en Occident ici. Il est représenté ainsi de manière extrêmement majestueuse. C'est lui qui est à l'origine de cette expansion qu'on a vue sur la carte du monde musulman à partir du XVIe siècle. Donc, on va pouvoir noter ce premier temps ici. Donc, au XVIe siècle, le monde musulman poursuit son expansion. Après avoir conquis l'Empire byzantin avec la prise de Constantinople en 1453, ils sont aux portes de l'Europe occidentale avec le siège de Vienne en Autriche. Un des artisans de ce fulgurant développement est Soliman le Magnifique, qui dirige les opérations militaires de 1520 à 1566. Mais Soliman va se heurter à la volonté d'expansion du Saint-Empire dirigé par la dynastie des Habsbourg. Vous voyez que aussi, les musulmans, s'ils sont arrêtés, c'est parce qu'il y a de l'autre côté, là aussi, une expansion territoriale de la part d'une grande famille, d'une grande dynastie du XVIe siècle. C'est la dynastie des Habsbourg qui, elle aussi, a la volonté de s'étendre en Europe par l'intermédiaire de celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est Charles Quint, mais on y reviendra. Donc on voit sur la carte les possessions des Habsbourg,
Espagne, Pays-Bas espagnols, une grande partie de l'Europe centrale, le Saint-Empire ici. Donc c'est principalement par des mariages que cette domination, que cet empire-là a pu se constituer. Alors à cet empire européen, on doit ajouter aussi eh bien, les possessions outre-mer, les possessions américaines de cet empire des Habsbourg, puisque les Habsbourg possèdent aussi, puisqu'ils sont espagnols, ils possèdent aussi tous les nouveaux territoires qu'ils ont conquis, notamment grâce à Christophe Colomb, puis on l'avait vu, aux conquistadors comme Cortés. Donc c'est un empire absolument immense, cet empire des Habsbourg en Europe, ici. C'est celui qui est à la tête de ces immenses possessions, ou comme il disait, ces possessions où le soleil ne se couche jamais, eh bien, c'est Charles de Habsbourg, plus connu sous le nom de Charles Quint. Eh bien, au même titre que Soliman, vous le voyez, il est représenté en véritable chef de guerre, avec une armure, une lance, fier sur son cheval, ici, prêt à lancer la bataille et à défendre, bec et ongle, ses possessions, hein, face à l'assaut, à l'expansion des musulmans. Donc, on va pouvoir noter ceci. Donc, Soliman se heurte à la puissance du Habsbourg Charles Quint, qui règne sur l'Espagne et ses possessions américaines, mais aussi sur le Saint-Empire et l'Autriche. Donc, les immenses possessions des Habsbourg. Donc, Charles Quint rêve d'une monarchie universelle chrétienne, c'est-à-dire de dominer quasiment l'ensemble du monde et de repousser les musulmans. Mais il abdique, c'est-à-dire il renonce au pouvoir de manière un petit peu étrange au moment où il est à l'apogée de sa gloire. Il abdique en 1556, sûrement fatigué par tant de luttes, par tant de guerres, par tant de conflits et de, voilà, j'allais dire de concentration pour préserver ces territoires qu'il avait hérités de ses parents et de ses grands-parents. Fatigué du pouvoir, il abdique, il renonce au pouvoir en 1556. Donc on a cette situation-là, vous l'avez vu, d'un côté Charles Quint, qui veut constituer un empire universel, au-delà de toutes les frontières, et de l'autre Soliman, qui veut accroître sa domination sur le bassin méditerranéen et en Europe. Donc du coup, il n'y a pas de place pour deux projets de ce type. Et pendant leur règne, ils vont tout mettre en œuvre pour conserver, voire étendre leur domination l'un face à l'autre. En gros, cette rivalité entre les deux va marquer une grande partie de la première moitié du XVIe siècle, à une domination pour conserver les territoires et surtout ne pas reculer. Donc voilà les deux grands souverains du XVIe, Charles Quint, Charles de Habsbourg, et Soliman Ier, dit Soliman le Magnifique. Voilà. La situation va un petit peu se Donc la situation va un petit peu se compliquer puisqu'une troisième force en présence va devoir être analysée. C'est le cas de François Ier, souverain français de l'époque. Donc qui écrit ou Soliman lui écrit une lettre. Expliquons. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons, dans cette lettre, on apprend que François Ier, roi de France, est retenu prisonnier par Charles Quint. On l'a ici. Après sa défaite à Pavie, François Ier a été emprisonné par Charles Quint. Et François écrit à Soliman pour lui demander de l'aide. Et là, ce que l'on a ici, c'est la réponse de Soliman, Soliman qui lui répond. Et il lui répond quoi, Soliman? Eh bien, il lui répond, vous avez demandé ici aide et secours, et j'accepte de vous porter de l'aide, puisque Charles Quint est aussi mon ennemi. Si c'est le vôtre, eh bien c'est aussi le mien, donc nous pouvons nous entendre. Et c'est quelque chose de assez extraordinaire, parce que ça va déboucher sur une alliance entre Soliman, prince et chef musulman, et François Ier, chef de la chrétienté, chef chrétien français, hein, contre Charles Quint. Et on va le voir, de nombreux ambassadeurs vont accourir auprès de Soliman, notamment des ambassadeurs français, pour venir demander de l'aide et créer et signer certaines alliances, notamment des alliances et des ententes commerciales ou militaires. Donc je disais, ce rapprochement est assez original, puisque c'est la première fois qu'un souverain chrétien et musulman s'allie contre un même ennemi. Et ici on est en 1536, un ambassadeur français qui s'appelle Jean de la Forest qui vient rencontrer à Istanbul Soliman.
pour lui demander de l'aide ou signer certains traités commerciaux avec la France. Donc on a là un équilibre des forces en Méditerranée qui devient totalement original, puisqu'on a un souverain musulman, un souverain français qui sont alliés contre Charles Quint, souverain des Habsbourg. Cet équilibre des forces se met progressivement. Donc c'est ce que l'on va noter. Donc d'autres puissances cherchent aussi à s'imposer. Par exemple, le roi de France François Ier craint l'encerclement de son royaume par Charles Quint et cherche à conquérir une partie de l'Italie du Nord contrôlée par Charles Quint. Dès lors, François Ier s'allie avec Soliman, ils font des traités, des alliances commerciales, militaires contre un ennemi commun qui est Charles Quint. Donc si on va encore plus loin pour terminer cette leçon, on a vu qu'un conflit ouvert entre Soliman et Charles Quint, entre Soliman, François Ier et Charles Quint n'a jamais eu lieu. C'est plus tard, en 1571, qu'une terrible bataille, une bataille maritime à Lépante, on va le voir, on est au large de la Grèce, va se dérouler entre les Habsbourg d'Europe et les Ottomans, qui ne sont plus dirigés par Soliman, mais le règlement, si vous voulez, pour savoir qui est le plus puissant et qui domine la Méditerranée, puisqu'on a 3 forces en présence, tout ça va se dérouler sur un champ de bataille particulier, un champ de bataille maritime, avec cette bataille de Lépante, qui est ici au large des côtes grecques. Ça marque cette bataille de Lépante, puisqu'elle va être gagnée par les Habsbourg. Ça va marquer le point final de l'expansion musulmane en Méditerranée. Ce que vous voyez ici, ce qu'on avait vu au début dans la carte, cette domination musulmane en Europe va s'arrêter ici. La bataille de Lépante marque la fin et voire, on verra après, le repli des musulmans en Europe qui vont revenir ici dans leur territoire traditionnel. Et c'est cette bataille de Lépante là qui marque cette fin de la domination musulmane en Méditerranée, avec un retour en puissance des forces chrétiennes et de la force des Habsbourg ici. Donc on le note, en 1571, la bataille navale de Lépante marque un coup d'arrêt définitif à l'expansion turco-ottomane, c'est la même chose, en Europe. Donc je vais vous demander pour la prochaine fois de me compléter cette fiche. Je l'ai mis en pièces jointes, il y a 2 exercices à faire. Premier exercice, on a rencontré 3 grands souverains qui se disputent l'espace méditerranéen. Donc vous allez me faire une fiche d'identité pour ces 3 souverains-là, avec quelques renseignements, néant, mourant, son nom, son règne, sa dynastie, les possessions, pour ces 3 souverains ici. Donc vous le complétez. Deuxième chose à faire, un petit croquis pour cet équilibre des forces en Méditerranée que vous devez compléter. Vous avez le croquis qui est fait ici. Il va falloir, vous le voyez en bas, compléter la légende. Vous voyez là, il y a un grand cercle bleu. Ce cercle bleu correspond au premier item, deuxième, troisième ou quatrième. Cette flèche, vous la mettriez, vous feriez correspondre à quoi, etc. Et pareil de l'autre côté, avec l'évolution au niveau des dates. Voilà, ces petits pointillés en bleu, vous le ferez correspondre à quel item, ce cercle vert à quel item, etc. Donc vous complétez la légende sur votre fiche. Donc c'est ce croquis-là qui fera office de conclusion pour cette leçon. Donc ce que je vais faire pour la semaine prochaine, attendez-vous à avoir un petit test. Je vais préparer un quiz sur les 2 leçons que nous avons faites, les 2 leçons de ce chapitre, la leçon sur les grandes découvertes, Christophe Colomb, Magellan, etc. Et la leçon sur Charles Quint fera l'objet d'un petit quiz que vous me rendrez, vous verrez sous quelle forme, sur ces leçons. Donc mercredi prochain, donc soyez prêts pour mercredi prochain, étudiez bien vos leçons pour pouvoir faire le quiz et me le rendre, et ce quiz sera noté. Voilà, donc bon travail.